Pascal Horry par lui-même, vous avez déjà tenté l'aventure dans un livre qui s'appelle « Jouir comme une sainte ». On va peut-être pas commencer par lui directement, mais c'est vrai que c'est un livre dans lequel vous vous confessez. Alors, avant d'entrer dans la confession, pouvez-vous nous rappeler précisément là où vous êtes né, nous parler de votre père qui a beaucoup compté. Il y a une phrase de vous que j'aime bien à propos de ce père. Vous avez dit un jour « un père qui aimait la vie ». Oui, c'est tout lui. Je suis né à Fougères, j'ai grandi à Rennes, à cause de mon père, puisque mon père était à Fougères en 1948, au moment de ma naissance, le responsable de la rédaction du journal Ouest-France, et que peu de temps après, en 1950, il est appelé au siège, qui est donc à Rennes, au siège du journal, pour devenir le premier grand reporter. C'était le titre officiel. Entre nous, on disait « envoyé spécial ». Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis envoyé spécial. Il était grand reporter. Et ça a beaucoup compté pour moi, parce que déjà, très clairement, il m'a emmené dans certaines de ses enquêtes. Vous imaginez le luxe que c'était une merveille. C'est une sorte d'anthropologue du quotidien, puis c'était un homme qui écrivait tous les jours. Donc il m'a un peu passé le virus. Il m'avait rappelé la formule latine « nulla dies sine linea », pas une seule journée sans une ligne à écrire. J'ai toujours vu écrire, ou mieux que ça, parfois dicter au téléphone, à chaud, ces reportages, à des sténodactylos qui étaient au bout. C'était magique. Écrivain du quotidien, mais aussi poète à ses heures. Oui, puisqu'il était ce que l'on appelait à l'époque chansonnier. Il l'a été un peu avant la guerre, beaucoup après la guerre. Il avait même une émission de radio. Je me suis rendu compte que plus tard, amoureux de la radio, je retrouvais les pas de mon père. Je montais à Rennes tout à fait en haut de la Poste. C'était les débuts de cette radio qui était sous le contrôle du ministère des PTT. Donc Radio Bretagne, après la Seconde Guerre mondiale, était à la Poste, sous les combles. Je montais et là aussi j'entendais mon père faire son émission en direct. Alors, votre père était reporter tout-terrain, vous venez de le dire. Cela veut dire que ça a contribué chez vous à vous éloigner très vite du snobisme culturel. Merci de le rappeler, Philippe, parce que j'y tiens beaucoup. Sans l'avoir évidemment calculé, mon père, et du coup, par imprégnation, le fils, était de plein pied avec tous les milieux qu'il traversait. Avec le directeur d'Ouest-France, qui s'appelait Paul Hutin, quand ils se croisaient, ils se parlaient en latin. Voilà. C'était distinctif. Ça leur permettait peut-être de dire des vacheries qui n'étaient pas forcément comprises. Mais mon père allait au bistrot. Parce que quand il arrivait dans un village, il a eu un jour comme stagiaire Pierre Bonte. Donc bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Ça vient un peu de ça, à vrai dire. Il faisait du bonjour monsieur le maire sans le titre. Il débarquait, évidemment il allait voir le maire, le curé, il y avait encore des curés, le secrétaire de mairie qui était souvent l'instituteur, bon, le fameux trio, et puis il allait au café. Alors, je ne dis pas que je le suivais à chaque fois au café, mais voilà. Et au café, il était capable de parler d'un chanteur à la mode, d'une anecdote politique, voilà. Et puis après, il parlait du Moyen-Âge. Et ça, c'est tellement jouissif. Mais alors, il y a une absente, votre mère? Alors, ma mère était dans un schéma à la fois classique mais inversé, c'est-à-dire que c'est elle qui tenait la maison. Il faut bien que quelqu'un reste pour tenir la vieille maison, n'est-ce pas? Donc, c'était la loi, ma mère. Et mon père, c'était le poète. Alors, la sensibilité, c'était quand même plutôt mon père. Ma mère était plutôt austère. Ils avaient un point commun. Pour le reste, ils étaient quand même assez différents de caractère, mais complémentaires, bon, finalement. Ils ne se sont pas séparés. Il n'y a pas eu de drame sous mes yeux, que je sache. Ils avaient un point commun, c'est que leurs deux généalogies les rattachaient au blé, aux céréales, puisque mon grand-père était boulanger dans la Sarthe, grand-père paternel. Mon grand-père maternel était meunier en Ille-et-Vilaine, donc à la frontière du Maine d'ailleurs et de la Bretagne. Nous étions dans le pétrin, tous les deux. Après Fougères, il y a Rennes. Vos années de lycée se passent à Rennes. Oui, c'est 7 années, puisqu'à l'époque on entre au lycée en 6e. On en sort en terminale, donc 7 ans. Ça compte dans une formation. Dans un lycée dont je me suis rendu compte déjà en y étant, et a fortiori depuis, qu'il était historique, puisqu'il a été entre autres le lycée où est né un mythe mondial, Ubu,
puisque le modèle du but pour Alfred Jarry et ses camarades, c'était un professeur de physique, monsieur Félix Hébert, personnage incroyable d'ailleurs, entre parenthèses, en tous les cas le professeur le plus chahuté de France de sa génération. Ça a donné le mythe du but, qui est un mythe aujourd'hui universel quand même, très important, et Alfred Jarry a testé Ubu Roi à Rennes, sous forme de théâtre de marionnettes, etc. Et puis ça a été, une dizaine d'années plus tard, en 1899, le lycée du procès Dreyfus, j'allais dire du vrai procès de Dreyfus, celui qui a lieu en public, parce qu'on ne peut pas s'empêcher désormais d'inviter le public, alors que le premier procès, quelques années auparavant, avait eu lieu à huis clos, procès pour espionnage. Et là, vous imaginez, il y avait des journalistes du monde entier, des Américains, Japonais, je crois, bref. Et ça s'est déroulé dans mon lycée. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, c'est un lycée qui est très soucieux de son patrimoine. Et il y a une très chaleureuse équipe d'anciens élèves et d'anciens professeurs qui entretient ce patrimoine-là. C'est assez remarquable. Et alors, dès qu'on me propose de faire une conférence au lycée, j'y retourne avec plaisir. Mais est-ce que ça veut dire que très tôt, dès le lycée de Rennes, vous avez déjà une vocation pour l'enquête et je dirais même déjà pour l'histoire avec un grand H? Parce qu'apparemment, vous êtes devenu historien très jeune. Aussi loin que je remonte, vers 7-8 ans, oui. C'était déjà l'enquête, c'était déjà historia, comme dirait Hérodote. C'est-à-dire que la plus vieille trace, 6-7 ans, c'est que je voulais être policier à Interpol. Attention, déjà très snob. Oui, Interpol, hein, pas gardien de la paix. Ah non. Bon, hein, quand même, ne confondons pas. Mais très vite, archéologue, c'est-à-dire la dimension western de l'histoire. Je lisais les livres de C.W. Serram, enfin voilà. Et c'était magique, c'était déjà du Michelet sans le savoir, parce que le coup de pioche, si j'ose dire, de l'archéologue qui fait revenir à la vie des êtres humains oubliés, donc plus que morts, depuis 1000 ans, 500 ans, etc. Bon, ça. Et puis peu à peu, je me suis calmé, je me suis assagi dès l'âge de 15 ans. Bon, je pensais être historien, pas forcément archéologue. J'hésitais beaucoup d'ailleurs. J'ai eu quelques maîtres à l'université qui me faisaient hésiter entre, c'est resté toujours chez moi une présence comme ça, en retrait, la fin de l'Antiquité classique, on va dire la chute de l'Empire romain sous forme un peu dramaturgique. Les débuts du Moyen-Âge, ça m'a toujours fasciné. De manière occulte, je serais membre d'une sorte de franc-maçonnerie qu'on n'a pas vraiment créée, des Amis du 5e siècle. Je sais que quand la revue Les Temps modernes m'avait demandé un pas de côté, en disant « Vous êtes historien d'époque contemporaine, mais de quelle période vouliez-vous parler ?» J'ai dit « Ah, le 5e siècle ». Et je trouve qu'au moment où nous parlons, Philippe, 2020, il y a un petit côté 5e siècle. D'ailleurs, dans cette franc-maçonnerie, il y a des gens qu'on n'attend pas. Cavana a consacré une partie de son œuvre à cette période-là. Un petit côté 5e siècle du fait de la décadence? Alors, décadence est un terme orienté, moralisateur, utilisé d'ailleurs souvent par des pensées nauséabondes. Mais en revanche, l'idée qu'il y a une crise qui se traduit par la mort de quelque chose, alors on me dira que c'est éternel, c'est cyclique, mais justement, cyclique ou pas, le fait qu'il y a un changement de paramètres, que, après tout, ce qui est la chute du monde, entre guillemets, païen, je signale que le mot païen, c'est un mot chrétien. Ça veut dire plouc, entre parenthèses, ça veut dire paysan. Enfin, bref, le monde polythéiste est en train de mourir. Et pour un chrétien, cette fin de l'Antiquité, c'est plutôt une période positive, évidemment. Donc, cette ambiguïté qui fait que, suivant le regard, passons aux barbares, c'est une formule du 5e siècle. Oui. Si on me lance là-dessus, j'y passerai tout le temps qui m'est autorisé, mais il y a quelque chose de ça. Et je suis passé avec armes et bagages à l'époque contemporaine. Finalement, ma spécialité est devenue l'époque contemporaine, mais parce que ce qui m'intéressait, c'était de toute façon l'histoire, non seulement avec un grand H, mais avec sa grande H, comme avait dit génialement Georges Perec. Et le sens du tragique, sans doute que je le tiens de mes origines catholiques, dont je me suis éloigné. J'ai affirmé mon athéisme assez tôt, mais on est généralement athée d'origine religieuse. Alors, on sera de plus en plus souvent, en tous les cas en Occident, athée d'origine athée. Bon, mais ce n'est pas mon cas, je suis athée d'origine catholique, et j'ai été très pieux.
Par ma mère d'ailleurs. Mon père, l'ancien séminariste, était très éloigné de ça. Il n'allait plus du tout à la messe, etc., sans être pour autant anticlérical. De toute façon, les bons anticléricaux sont généralement catholiques. Hein. Je dirais peut-être que Jacques Julliard serait d'accord avec moi là-dessus. Mais athée de culture catholique. On peut être athée de culture islamique, j'espère qu'il y en aura de plus en plus, de culture bouddhiste, juive, protestante. Et c'est vrai qu'il me reste, je l'ai évoqué dans ce livre « Jouir comme une sainte », un attachement à cette logique catholique qui était quand même universelle. Hein, aujourd'hui, quand même, l'universalisme a du plomb dans l'aile, hein, ça c'est clair. Qui était aussi assez esthétique. Hein. Bon, c'est Chateaubriand, quoi. Retourner à la religion parce que c'est plus beau, quoi. Je trouve théologiquement un peu faible, mais moi j'adhère assez. Ouais, c'est le Chateaubriand du génie du christianisme. Exactement, exactement. Et donc, oui, au total, un rapport à la religion qui est un rapport d'empathie et de complète distance intellectuelle. Mais la chute de l'Empire romain, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais très tôt, 12 ans, pas simplement à la faculté. Vous lisez, je crois, une thèse ou un livre, et c'est comme ça que vous êtes amené à dire « je suis un homme du 5e siècle ». Oui, tout à fait, parce que dans la bibliothèque d'ailleurs assez courte de mon père, parce que mon père écrivait beaucoup, mais finalement il avait assez peu de livres, ça c'était le journaliste d'une certaine conception, le reporter, il y avait quand même un livre qui trônait, qui était l'histoire littéraire des grandes invasions germaniques, de Pierre Courcelles. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Courcelles beaucoup plus tard, étant à la Fondation Thiers, il a été directeur à un moment de la Fondation Thiers, et je lui ai raconté ça, et il avait l'air très content. Ma vocation avait été renforcée par son livre, qui était une thèse de l'après-guerre, j'allais dire, parce qu'on sentait bien qu'il parlait aussi de la Seconde Guerre mondiale. Bélisaire avait un petit côté de Gaulle, enfin, il parlait de résistance et de collaboration. Et c'était passionnant parce que je voyais un monde qui s'effondrait, qui tombait sur la tête de tous ces gens, qu'ils soient polythéistes ou monothéistes. Quand même, c'était quand même une catastrophe. Hein. Augustin d'Hippone, qui est quand même un des personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité, qui meurt quand même dans Hippone assiégé, enfin par les Vandales, je crois. Bon, non. Il y avait des passages en latin, que là, à vrai dire, je sautais en général. Mais ça m'a accompagné. J'ai lu et relu sans arrêt ce livre. Et en effet, je me suis rendu compte a posteriori que ça me donnait une proximité tragique, presque tragisante de l'histoire. Et ça m'a aidé. Parce qu'autour de moi, je trouvais qu'on manquait de sens du tragique, vers 68. Pascal Horry, Kleist disait « Je ne peux pas vivre sans programme de vie ». On peut dire que vous, dès l'âge de 8 ans, vous avez votre programme de vie. Effectivement, je me voyais historien, c'était tout simple. À partir de la 6e, il y avait des compositions en histoire avec des classements. J'ai toujours été premier en histoire pendant 7 ans, voilà. Incroyable. C'est comme ça que j'ai refusé les classes préparatoires. D'ailleurs, parce que j'étais entre guillemets prix d'excellence, comme on disait à l'époque, en première et terminale. Donc, logiquement, je devais entrer dans une classe préparatoire. Et j'ai dit au proviseur, qui en a été navré, qui m'a couru après pendant quelques heures, que non, je voulais faire de l'histoire à la faculté. Puis j'avais des raisons peut-être plus personnelles de refuser la classe préparatoire. Je n'ai pas regretté, au fond. D'ailleurs, je pense que j'aurais eu très peu de chance au lycée de Rennes d'entrer à l'école normale supérieure. Bon, ça s'est passé comme ça. J'étais tellement heureux à la faculté. J'ai rencontré mon premier maître vivant, Jean Delumeau. Et puis, il y avait en général une atmosphère école des annales à la faculté de Rennes, dont faisait partie Jean Delumeau. Pierre Goubert venait de partir. Enfin, paysans sous Louis XIV. Oui, c'était vraiment une université de qualité. C'était enfin un enseignement mixte, ce qui pour moi comptait beaucoup, parce qu'à l'époque, les lycées n'étaient pas mixtes. Enfin, c'était paradisiaque. Puis, à vrai dire, je n'avais pas trop de problèmes, donc je me suis laissé porter jusqu'à l'agrégation. Entre-temps, je suis, entre guillemets, comme tout bon provincial qui se respecte, qui a peut-être un peu d'ambition, monté à Paris. Jean Delumeau, Histoire de la peur, un livre que l'on a à nouveau cité à l'occasion de la crise sanitaire du Covid-19, notamment les célèbres passages sur la peste ou les commentaires de Boccace. Exactement. Je m'en suis rendu compte, j'étais plein de Jean Delumeau, mais je ne me suis même pas rendu compte qu'effectivement, on entrait dans la pandémie sous l'égide de ces réflexions. Alors, j'ai eu le plaisir de pouvoir rendre hommage à Jean Delumeau. J'ai écrit 3 livres que j'ai appelés mes 3 livres de gratitude,
dans la collection bouquins, c'est-à-dire reprendre quelques textes que je considère à tort ou à raison comme essentiels pour Jean Delumeau, l'histoire de la peur en particulier, mais aussi Le christianisme va-t-il mourir, qui avait fait scandale dans les années 70, et de les préfacer, etc. Donc ça a été Jean Delumeau, ça a été plus tard, là c'était pas un maître, c'était un collègue que j'aimais, que j'aime toujours beaucoup, qui est Alain Corbin, donc je lui ai consacré également un livre de gratitude. Et le troisième, c'est quelqu'un que j'avais fréquenté de la meilleure façon en le lisant, mais que je n'avais jamais rencontré jusqu'à ce livre, Edgar Morin. Ça configure un petit peu des curiosités. Entre parenthèses, je trouve qu'Edgar Morin, c'est peut-être prétentieux, mais a des petits traits de mon père, quoi. C'est-à-dire cette sorte d'anthropologie sauvage, le fait que, on ne peut pas dire qu'Edgar Morin soit un sociologue. Il est entré au CNRS par Georges Friedman, donc dans un laboratoire de sociologie, mais beaucoup de sociologues patentés considèrent que non, c'est pas assez rigoureux, alors que c'est quelqu'un qui a une grande préoccupation de la méthode, Edgar, et que quand même, Plauzevet ou La rumeur d'Orléans, ce sont des modèles, mais de sociologie à chaud, quoi. Oui. Donc en fait d'anthropologie. Et je me suis vraiment retrouvé en lui, comme je me suis retrouvé dans la sensibilité d'Alain Corbin. Le miasme et la jonquille, ça a été aussi une révélation, pas vraiment pour moi, mais la preuve qu'on pouvait faire ce type d'histoire qu'on appelait, avant mon époque, l'histoire des mentalités, hein, l'anthropologie historique. Ce qui deviendra chez vous l'histoire culturelle, et on pourrait même dire que la religion culturelle va prendre la place de la religion religieuse, enfin de vos parents. Ah, tout à fait, chez moi bien sûr, et ensuite de manière critique, je réserve à mes prochaines années le soin d'écrire un essai. Bon, je fonctionne en ouvrant des dossiers, donc parfois comme Qu'est-ce qu'une nation, ça se cristallise au bout de 40 ans. Voilà. J'ai un dossier sur la religion culturelle, vous avez tout à fait raison, parce que je pense que, évidemment, souvent comme substitut du religieux, la religion culturelle est très importante, avec une certaine conception de l'artiste et de l'intellectuel, qui, en fait, récupère les attributs du prêtre, du prophète. Enfin, ça me paraît tout à fait passionnant. Mais je baignais dedans. J'ai été, par exemple, animateur de ciné-club, la cinéphilie, ensuite la bédéphilie, ça a beaucoup compté pour moi, y compris par ces pratiques un petit peu sectaires, où on s'entrécharpe entre cahier du cinéma et positif. Alors moi, j'étais plutôt du côté positif, et puis c'est bien de choisir son camp. Bon, voilà. Et en même temps, ça m'a permis de m'intéresser en priorité à la politique culturelle. C'était une façon, d'ailleurs, d'amadouer un système universitaire qui ne savait pas vraiment ce qu'était l'histoire culturelle encore. Il y avait un texte peu connu de Georges Duby, publié en 1969, mais écrit juste avant mai 68, qui s'appelait « Histoire culturelle » et qui interrogeait ce terme. Et on était en train, effectivement, d'assister à ce passage de relais entre histoire des mentalités, qui était le côté école des annales, à histoire culturelle, qui renvoyait en particulier à une tradition allemande, hein, Kultur, hein, et qui, à mon avis, est plus pertinente que la notion d'histoire des mentalités. J'en ai souvent discuté avec Alain Corbin, qui était d'accord avec moi là-dessus. Alors, à côté de ces maîtres, il y a aussi votre parcours cinéphilique, qui a énormément compté, et qui croise ce que vous venez de dire à propos de l'histoire culturelle, voire la religion culturelle. Le cinéma, chez vous, c'est une deuxième compagne. Tout à fait. Bon, je fais d'abord partie d'une génération qui baignait dans le cinéma familial, avant l'arrivée de la télévision. Et au moment, justement, où la télévision s'invite dans le foyer parental, comme dans les autres, au milieu des années 60, je bascule dans les ciné-clubs. C'est la grande époque des ciné-clubs. À Rennes, j'ai la chance d'adhérer à un ciné-club qui s'appelle La Chambre Noire, et qui a été créé par un prêtre, j'allais dire un peu borderline, qui, sous le nom de Jean Sullivan, a été un essayiste pour Happy Few, mais assez suivi, en tous les cas très intéressant, et qui est donc un remarquable animateur de ciné-club. Et là, j'ai un beau jour découvert un film qui m'a fait définitivement, j'allais dire, passer de l'autre côté de l'écran, donc à devenir un amoureux fou du cinéma, qui est L'Impératrice rouge, avec Marlène Dietrich. Alors évidemment, les Freudiens pourraient dire qu'il y a beaucoup d'éros là-dedans, et je l'accepte bien volontiers. Et ensuite, je suis devenu, en arrivant à Paris, par exemple, animateur de ciné-club au Théâtre de l'Est parisien. J'ai rencontré des gens assez étonnants comme Noël Simsolo, enfin, les vrais cinéphiles, cinémaniaques. J'ai bien sûr fréquenté la Cinémathèque,
j'ai rencontré Henri Langlois, j'ai suivi ses cours à Nanterre, c'était assez étonnant, le moment où Bernard Herrmann est venu, on était à genoux. J'ai très bien compris cette cinéphilie, qui était là aussi une substitution, bien sûr, de la religion. Autre chose, votre lien au surréalisme. Et alors, je vais vous faire rire ou pas, mais savez-vous que vous êtes ici dans un lieu qui fut fréquenté par un des membres du collège de pataphysique que j'ai nommé Jean Baudrillard. Et il se trouve que Pascal Horry, qui est devant moi aujourd'hui, est également un gentil membre de ce collège. Racontez-nous à la fois le surréalisme et votre entrée en pataphysique. Je pense que là aussi, mon père, sans prononcer d'ailleurs le mot surréalisme, m'avait aiguillonné et aiguillé, d'ailleurs les deux à la fois, parce qu'il avait quand même des curiosités qui s'assimilaient à un surréalisme populaire d'Alphonse Allais à Jacques Prévert. Bon, déjà. Et puis, je fréquentais beaucoup, vers ma 12, 14, 15e année, la bibliothèque municipale de Rennes. J'y passais tout le temps que je pouvais y passer. Et du coup, comme j'étais devenu un habitué, passant de la bibliothèque pour les jeunes à la bibliothèque pour les adultes, je dois très clairement dire que j'ai pu lire de façon très précoce le Marquis de Sade, par exemple. Comme j'étais un bon lecteur, je m'avais 14 ans, oh, Marquis de Sade, on me servait Marquis de Sade à ma place. Bon. Mais pas que le Marquis de Sade. Mais ça aide quand même. Bon. Et donc, le surréalisme est arrivé assez logiquement. J'ai découvert plus tard que le directeur de la bibliothèque municipale de Rennes, à ce moment-là, était un ami de Georges Bataille, quand même. Bref, j'ai eu des curiosités comme ça qui m'ont amené à découvrir, par exemple, la revue Bizarre. C'est un chef-d'œuvre. Tous les numéros de Bizarre sont à tomber à leur renverse. Je découvrais des dessinateurs, des auteurs, Sternberg, Chaval, etc. Bon. Et puis peu à peu, je découvrais qu'il y avait un collège de pataphysique. Alors je me suis abonné. Là, j'étais étudiant aux publications du collège. Je ne savais pas qu'on allait me demander d'en faire partie, parce que le collège, on ne demande pas d'y entrer. C'est le collège qui doit venir vers vous, en tous les cas de mon époque. Et il se trouve que beaucoup plus tard, j'ai été maire adjoint de Chartres. Et suivant l'histoire du collège de l'extérieur, je savais que le collège s'était occulté et que le débat, c'était quand allons-nous nous désocculter. On avait convenu que ce serait en l'an 2000. Mais est-ce que c'était l'an 2000 de l'ère pataphysique, auquel cas tout le monde, évidemment, serait mort plusieurs fois d'ici là? Voilà, on est intégriste, on ne sait pas. Ou bien est-ce que c'était l'an 2000 vulgaire? Et là, c'était atteignable. Et les pataphysiciens ont été un peu faibles. Ils ont dit, ça sera l'an 2000 vulgaire, comme ça. La plupart d'entre nous, on le verra. Et à ce moment-là, j'étais maire adjoint à Chartres, et je connaissais bien Thierry Foulque, Paul Gaillot, etc. Et je leur ai dit, mais on vous accueille. Et donc, la désoccultation, avec la grande exposition rétrospective du collège. Ça veut dire quoi, désoccultation ? Ça veut dire que les activités du collège n'étaient plus que purement textuelles, c'est-à-dire les publications, la chandelle verte, etc., qui changent de nom régulièrement, continuaient. Il n'y avait plus de manifestations publiques, destinées, si peu que ce soit, au vulgum pecus. Oui. Et donc là, on se désoccultait justement par une grande exposition, après plusieurs années d'occultation, et ça a eu lieu à Chartres. Alors les pataphysiciens étaient très contents. Moi, je leur ai vraiment déroulé le tapis rouge, Arabal est venu, etc. Bon, très bien, Karelman. Bon. Et puis, quelques années plus tard, quand même, ils m'ont dit, mais voilà, on vous propose d'être régent. Oh, quel honneur! Le régent au sens de l'époque de Chateaubriand, régent de collège, quoi. On est un professeur avec une chaire. Donc, j'ai une chaire d'iconocritique et de chronolyse. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose de cette chaire, je dois le dire, ce qui est très pataphysicien. Mais je ne désespère pas de... j'ai le rêve avec quelques amis de faire un Nouixpo, donc un Oupo, et je trouve que l'Oupo, et ça rejoint ma préoccupation de la nation, l'ouvroir de littérature potentielle, le nom vient du grand médiéviste Schmitt d'ailleurs, créé par... Oulipo. Oulipo, voilà. L'Oulipo a des origines complexes, c'est une émanation du collège. Il a son autonomie par rapport au collège, mais les publications du collège accueillent les publications de l'Oulipo. Et ce modèle de l'Oulipo a fait inventer une forme Lou-Expo, c'est-à-dire qu'on remplace littérature par un autre objet. Oupimpo,
ouvroir de peinture potentielle. Oubapo, ouvroir de bande dessinée, très actif pendant plusieurs années, potentiel. Il y avait l'Oulipopo. J'adorais l'Oulipopo, et le Lyonnais était très fort en l'Oulipopo. C'est l'ouvroir de littérature policière potentielle. Par exemple, cette chose extraordinaire, comment imaginer le roman dont le coupable soit le lecteur. Oui, oui. Ça, c'est du rail. Hein. Mais il y a des... Bon, le Lyonnais affirmait avoir vraiment trouvé, et que c'était quelque part dans un coffre-fort. Je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé le coffre-fort en question. Mon rêve, ce serait un jour de prendre une identité nationale. Alors j'hésitais entre la France et la Chine, pour diverses raisons. Je connaissais un certain nombre de sinologues assez frappadingues pour me suivre là-dessus. Donc un Nouchipo ou un Nouframpo. Ce sera peut-être un Nouframpo. Un ouvroir de la France potentielle. Vous voyez, c'est un scoop. Hein. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur votre parcours politique, ou plutôt y venir ? Parce que c'est vrai que c'est étonnant, mais enfin, bon, c'est un peu brutal comme question. Vous avez souvent dit que vous avez fait un choix social-démocrate à 19 ans, enfin, finalement, assez jeune, et que finalement, ce choix, vous y êtes resté plus ou moins fidèle, voire fidèle. Et est-ce que c'est le cas ? Alors, je grandis dans une famille qui ne s'occupe pas, entre guillemets, de politique beaucoup, dans une ambiance démocrate chrétienne. Mon père travaillant pour un grand journal démocrate chrétien, qui d'ailleurs contribué au financement de la démocratie chrétienne, Ouest France. Bon, je baignais dans cette atmosphère-là. La Bretagne, c'était la démocratie chrétienne, les années 50-60, des personnalités comme Francisque Gay, Georges Bidault et compagnie. Je connaissais le sens de ces noms-là. Bon, d'accord, ça donne un substrat. Et puis quand je fais une démarche personnelle, je cherche peut-être l'en même temps ou concilier l'inconciliable. Donc gaulliste de gauche, ça me plaisait bien. J'ai d'ailleurs adhéré à l'association la plus radicale des gaullistes de gauche, autour d'un certain Jacques Doher, mais j'entendais parler de Philippe de Chartres, de Capitan, ces gens-là. Ah oui, René. Ouais, oui, René Capitan. Et puis ça ne me suffisait pas, je trouvais qu'ils étaient coincés, ces braves gaullistes de gauche. Et puis d'ailleurs, le général de Gaulle, il est tombé à gauche, contrairement à ce qu'on croit, puisque sa réforme de 69 tenait compte de la participation, etc. Bon. Là, Pompidou a pris le dessus. Ce qui fait qu'entre-temps, je m'étais paradoxalement, mais je crois que pour les historiens c'est indispensable de bien voir que ce ne sont pas des paradoxes si c'est la même personne qui suit, c'est voilà. Je m'étais paradoxalement intéressé à l'itinéraire très intéressant d'un certain François Mitterrand depuis 1965. Et il avait créé une confédération de clubs, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais c'était essentiel pour son travail, non pas de reconquête, mais de conquête du pouvoir au sein de la social-démocratie qui s'est manifestée en 1971 par le congrès d'Épinay, où il est devenu d'emblée un socialiste du jour au lendemain, enfin membre d'un parti socialiste, et le patron de ce parti dans la même minute, ce qui était extraordinaire, parce qu'il pouvait entrer comme minoritaire, contrairement à Michel Rocard, lui qui a toujours été le minoritaire, si j'ose dire. Lui, il est entré, il est tout de suite devenu majoritaire, François Mitterrand. Et juste avant, il avait créé cette confédération qui s'appelait la Convention des institutions républicaines, la CIR. Nous étions donc les conventionnels. J'étais adhérent de base, ce qui était très rare, parce qu'en général, on adhérait, puisque c'est une confédération, par un club. Il y avait un grand club en Bretagne, je n'ai pas adhéré à ce club-là, j'ai adhéré à la Convention. Ce qui fait qu'en arrivant à Paris, en 1969, je me suis retrouvé assez naturellement dans les cercles de ce qui allait être le Parti socialiste de François Mitterrand 2 ans plus tard. Et j'étais de la garde rapprochée de François Mitterrand. J'ai approché François Mitterrand lui-même. Quand je travaillais sur l'époque du Front populaire, mais alors là, aucun problème, on était de plein pied, François Mitterrand et moi, je lui disais, mais Monsieur le Président, attention, quand on disait Monsieur le Président, on est avant 81, ça voulait dire, comprenez bien, François Mitterrand, que je suis un ancien de la Convention des institutions républicaines dont vous étiez président. Alors qu'à l'époque, il était premier secrétaire. Ça ne se sait pas. C'était un petit langage codé. Monsieur le Président, en ce moment, je suis en train de lire l'Écho de Paris, c'est-à-dire l'équivalent du Figaro de l'époque, parce qu'il y avait un Figaro qui était un petit journal, mais le grand journal de droite, c'était le Figaro. Et François Mitterrand tenait la page étudiante, à l'époque du Front populaire. Page remarquable, où il parlait d'Henri Michaud, de Raymond Queneau, etc. Mais c'était le journal de droite. Aucun problème. Il m'a dit, ah oui, bien entendu, c'était une belle expérience, j'étais entré là grâce à André Bettencourt, enfin, mais c'était bien avant Péan, ça. Bon. Ben, bref, j'étais de la garde rapprochée de François Mitterrand, Pierre Jox, Louis Mermaz, hein, tous ceux qui sont devenus ministres, sénateurs, tout ça. Et en 80, d'ailleurs, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais ?
et j'ai préféré rester historien, chercheur. Mais j'ai beaucoup donné dans les années 70 en particulier, en étant de ceux qui ont été chargés par François Mitterrand de reconstituer une présence socialiste dans le monde de la culture. Enfin, un programme culturel. Alors ça a donné un programme culturel ambitieux que, sauf quelques spécialistes, on ne sait pas, les socialistes ont commencé à tester en gagnant les élections municipales de 1977. Et là, vous avez toute cette génération, à Rennes, ça a donné Edmond Hervé, qui était un ami, on a testé une politique culturelle socialiste assez différente de celle des communistes, même s'il y avait des éléments en commun, c'est évident. Et puis une réflexion plus générale. Assez vite, le responsable, symboliquement, c'est moi qui l'avais fait entrer au Parti socialiste. Je veux dire par là que François Mitterrand m'avait, j'ai conservé précieusement ce papier, m'avait dit « Veuillez prendre contact avec M. Jack Lang, directeur du Festival de Nancy », ce que j'avais fait, bref. Donc ça a été Jack Lang en 80, évidemment. Et tout ça était déjà mûrement réfléchi. La loi sur le prix unique du livre, qui est quand même fondamentale, dont certains disaient oh, ça c'est le petit village gaulois, finalement elle a été inspiratrice pour d'autres pays, et elle a tenu. Et s'il y a une librairie en France aujourd'hui, peut-être une édition, c'est grâce d'abord à cette loi dite Lang. J'ai été de ceux qui, avec Bernard Pingot, ont contribué à réfléchir, avant 81, à ce que serait une loi sur le prix unique face à ce qu'on appelait le décret Monory. Donc ça a créé aussi des sections d'écrivains, des sections d'artistes. C'est comme ça que j'ai rencontré Gérard Legrand, le dernier secrétaire d'André Breton, en quelque sorte, qui est devenu le secrétaire de la section socialiste des écrivains. Et on parlait après de Breton, on parlait de Hegel avec Gérard. C'était merveilleux. Lorsque vous rencontrez et travaillez avec François Mitterrand, vous étiez très au fait de ce qu'il avait été sa situation durant la guerre d'Algérie, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur? J'étais au courant. Et j'étais au courant de Vichy et de la Francisque. Tout simplement parce que j'ai participé, alors là comme auditeur, ensuite je suis passé du côté des colloques où je devenais intervenant, dont le premier colloque sur l'histoire de l'antisémitisme moderne. J'ai été une des petites mains de ce colloque. Je l'ai raconté récemment, parce qu'à mon âge, on commence à raconter sa vie. Bon. Mais j'avais suivi le colloque sur Vichy à Sciences Po. Et il y avait eu un malaise. Pas à propos de François Mitterrand, mais la question de la Francisque de François Mitterrand avait été abordée en marge du colloque. Il y avait eu un malaise parce que ce colloque allait de 1940 à 1942, ce qui était quand même étrange, mais parce que c'était le premier, et ça c'était une idée géniale, de ces colloques de Sciences Po, il y en a eu une demi-douzaine depuis, je crois que ça s'est arrêté, c'est un peu dommage, où il y avait les derniers témoins, les premiers historiens. Et oui. Et donc, on avait des vichistes, si j'ose dire, et des vichistes de droite comme de gauche. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai quand même saisi la question du vichisme de gauche, enfin qui venait de la gauche. Vous aviez quand même le secrétaire général du syndicat national des instituteurs, donc vraiment sous la Troisième République, tout ce qu'on fait de plus à gauche, centre-gauche, gauche un peu moins centriste, évidemment pacifiste, qui s'était rallié à Vichy, etc. Ces gens-là étaient là, puis il y avait les premiers historiens. Donc je pense que les organisateurs avaient cherché à faire en sorte que les témoins puissent venir, n'aient pas l'impression d'être piégés. C'est vrai que certains de leurs témoignages étaient extraordinaires, mais du coup on avait arrêté en 1942, et puis ce qui m'a frappé rétrospectivement, on n'a quasiment pas abordé la question de la politique antisémite. Ce serait inimaginable aujourd'hui. Et donc je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait en marge en disant « Bon, est-ce qu'on va parler de la Francisque de François Mitterrand ?» Un François Mitterrand qui était en pleine période ascendante. Et les gaullistes, régulièrement, ressortaient la Francisque, évidemment. Par ailleurs, ayant eu l'occasion, beaucoup plus tard, de travailler, et je vais le faire en ce moment pour préparer un colloque justement autour de lui, avec Edgar Morin, il faut savoir qu'Edgar Morin, dans la Résistance, est dans le groupe Mitterrand, comme une certaine Marguerite Duras, comme un certain Robert Antelme. Et moi, ce que j'ai découvert à cette occasion, alors c'était pas une surprise pour ce qui est de Mitterrand, c'est-à-dire que Mitterrand, incontestable vichiste, avec peut-être même des sympathies lavalistes pendant un temps, bascule dans la résistance. Alors on peut dire que c'est de l'opportunisme, mais je crois qu'il y avait une certaine logique. En ce qui concerne par exemple l'antisémitisme, il ne faut pas oublier, il faut toujours rappeler que son grand ami Georges Dayan, il l'a connu en 1939. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que, étant dans la garde rapprochée, je peux vous dire que rue du Louvre, Dayan, c'était le conseiller fondamental de Mitterrand dans les années 70 débutantes. Quand François Mitterrand a été élu président, la première chose qu'il a faite le lundi matin, le lendemain de son élection, c'est d'aller fleurir la tombe de Dayan. Bon, bref, c'est toujours plus compliqué qu'on ne le croit. Et en tous les cas, Edgar Morin m'a toujours dit, mais attendez, évidemment, Morland, donc Mitterrand,
était un risque-tout, c'était devenu un résistant au quintuple. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Après tout, puisqu'on en est là, de cette évolution, les vichisto-résistants, etc., Marguerite Duras. Pareil. Marguerite Duras, hein, elle travaille quand même pour les services de la censure, distribution de papier, etc., de la résistance. Et alors, stupéfaction, Robert Antelme, l'auteur de ce grand texte sur les camps de concentration, j'avais le rêve un jour, puis ça s'est révélé impossible pour des raisons éditoriales, de réunir une anthologie des grands textes sur l'univers concentrationnaire. Primo Levi, David Rousset, Charlotte Delbo, dont on ne parlait pas à l'époque. Ah oui. Et il y avait donc Antelme. Et ce que Edgar Morin m'a fait remarquer, et là je ne le savais pas, il suffisait de regarder quand même, c'est que Robert Antelme avait été au cabinet d'un ministre ultra collabo. Ah oui. Pucheux. Oui. Et que ça l'avait absolument obsédé ensuite Antelme, en disant, voilà, j'ai été un grand résistant, j'ai été déporté, mais je suis... Et ça attendrissait Edgar Morin. Moi, ça m'attendrit aussi, parce que c'est ça l'histoire. C'est qu'on peut être au cabinet de Pucheux, se retrouver dans la résistance, être déporté, sauvé par François Mitterrand, et être l'auteur de ce grand texte sur l'univers concentrationnaire. Mais c'est ça l'histoire. Ah, on rejoint le tragique, cher Pascal Horry. Alors, un de vos premiers livres porte sur les collaborateurs et les collabos. Et qu'est-ce que vous avez appris en tant qu'historien en rédigeant ce livre sur la France de la collaboration? Alors, il faut préciser, et je dois le préciser même à des collègues qui ne l'ont pas compris, que j'étais engagé à l'époque dans un programme ambitieux qui continue à produire des livres et des communications et des articles d'histoire culturelle. Dans une longue thèse, 20 ans, sur l'histoire de la politique culturelle du Front populaire. Bon. Mais de la main gauche, un beau jour, je me suis dit, mais ça y est, il y a la place de l'Étoile. Pour moi, ça a été essentiel. Donc Modiano. 1968. Il y a le Chagrin à la pitié. On commençait à parler de ce collègue qui s'appelait Robert Paxton. Chagrin à la pitié, 73 71 dans mes 71, souvenirs. Ouais. Il y a même une interview de quelqu'un qui est mort à ce moment-là, je crois qu'elle date de 69, l'interview, c'est Emmanuel Dastier de la Vigerie, oui, qui est quelqu'un de très important pour moi. Je trouve d'ailleurs qu'on ne s'intéresse pas assez à Dastier de la Vigerie, qui a été député de Fougères au moment où je suis né. Député dit progressiste, donc crypto-communiste en fait. Donc il y avait ça, et je connaissais grâce justement au Parti socialiste François-Régis Bastide. Et François-Régis était un des piliers des éditions du Seuil, et il y avait une collection au Seuil qui était consacrée à des groupes, les instituteurs, les officiers, etc. Ah, je lui ai dit, ça va t'étonner François-Régis, mais je voudrais bien écrire sur les collabos. Ah, il m'a dit, bonne idée, mais la collection s'arrête, mais je vais te présenter à Michel Vinocq, jeune historien, oui, on peut dire encore jeune historien à ce moment-là, qui est maintenant au Seuil responsable des collections historiques. Je vais voir Michel Vinocq, avec un projet de 4 pages. Je pensais qu'il allait me dire, écoutez, très bien, chers collègues, vous revenez dans 5 ans quand vous aurez terminé. Non, il me sort un contrat. Donc j'étais vraiment un enfant gâté, quoi. Et j'ai remis mon manuscrit dans les délais quand même. Ça a été Les Collaborateurs, qui est le seul best-seller que j'ai écrit sans vouloir écrire un best-seller, plus de 100 000 exemplaires. C'est pas fini, hein. Parce que... Oui, peut-être que la nation va... Peut-être, ça m'étonnerait que ça atteigne 100 000, mais peu importe, je m'en fous. Mais là, j'arrivais au bon moment, c'est le kairos, comme dirait François Hartog, mon camarade de la Fondation Terre, c'est le kairos. Il y a la fenêtre qui s'ouvre, évidemment, on bruissait de... Et, il paraît en quelle année Alors 77, ah, oui. Je crois, 77, j'ai toujours un doute, 16-17, suivi tout de suite par La France allemande, qui est le cahier de texte en quelque sorte du livre Les Collaborateurs, qui m'a permis de rencontrer un ancien de la Fondation Thiers, mais qui était avant moi, Pierre Nora. Ça a été capital parce que du coup, je me suis retrouvé peu de temps après au premier séminaire de Pierre Nora quand il est entré à l'école des hautes études en sciences sociales, le séminaire sur les lieux de mémoire. C'était absolument magique là aussi. Les premières séances où il y avait au fond de la salle, silencieux, ne prenant pas de notes, Michel Foucault. C'est la seule fois où je voyais Pierre Nora très intimidé, il y avait de quoi. Mais bref, ces 2 livres ont fait que même des collègues, à fortiori le grand public, ont pensé que ma spécialité, c'était la Seconde Guerre mondiale, la collaboration, les collabos. Non. Et régulièrement, d'ailleurs, on frappe à ma porte pour être conseiller historique, etc. Vous qui avez écrit Les Collaborateurs, bon, aussi Les Petits Nazis illustrés, ça c'est vrai, ça j'y tiens beaucoup. Oui, d'accord, mais c'était de la main gauche. Mais la main gauche, c'est le côté du cœur quand même aussi. Et qu'est-ce que vous avez appris?
J'ai appris que, d'abord, il fallait distinguer les collaborateurs et les collaborationnistes. Je tenais beaucoup à cette distinction. Le collaborateur, c'est quand même le Français qui accepte de transiger, qui participe, si peu que ce soit, à la machine économique ou administrative, à la fois des Allemands et de Vichy, puisque les deux s'emboîtent comme des poupées russes. Et ça, c'est la particularité française. Nous sommes le seul pays avec le Danemark, dans des conditions différentes du Danemark, dont l'État a officiellement collaboré avec les Allemands. En Belgique, le gouvernement s'en va, le roi, lui, reste, ce qui lui causera quelques problèmes à la Libération, et on peut le comprendre. Non, Quisling, c'est un fantoche mis en place après quelques mois par les nazis. Donc, c'est la France de l'État français, c'est le Parlement élu en 1936 qui confie les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. D'ailleurs, quand on lit le texte, c'est effarant. C'est-à-dire, là aussi, ça m'a toujours fasciné. Vous voyez, la chute de l'Empire romain et la chute de la France. Je me suis retrouvé, quelque temps après, habité à Chartres. Jean Moulin a écrit, préfet d'Eure-et-Loir, des choses sur l'effondrement de la France. Mais vous imaginez que quand il est préfet, à un certain moment, en juin 40, l'évêque est parti. Il dit j'ai des confirmations là. Le maire est parti. Grosso modo, il n'y a plus que quelques boulangers que Moulin a réquisitionnés et les pompiers. C'est la France qui, quelques mois auparavant, était la France de la Troisième République, qui, avant la déclaration de guerre de 1939, était dirigée par des radicaux, Daladier, donc la profondeur républicaine, laïque, tout ce que vous voulez, et tout ça s'effondre en quelques jours. Ça fait réfléchir, quand même. Hein. Bon, là aussi. Il n'y a pas que le 5e siècle où c'est la même chose ou c'est une variante. Et donc, la collaboration, ça me fascinait. C'est-à-dire, comment pouvait-on devenir collaborateur, par exemple, quand on était maurassien ? C'est paradoxal, justement, d'être maurassien et collaborateur. Alors, ça permettait d'être vichiste et pas forcément pro-allemand. Mais les jeunes les plus dynamiques des maurassiens, comme Rebattet, sont devenus fascistes. Et très pro-allemands, évidemment. Et puis, vous aviez des gens d'extrême droite qui devenaient résistants, et puis des gens de gauche qui devenaient collaborateurs. Le hasard a fait que j'ai rencontré l'un d'entre eux, Claude Jamel, le père de Dominique Jamel. Enfin bref, tout ça devenait complexe et passionnant. Et voir jusqu'à quel degré de compromission en termes nationaux, ça c'est le point de vue de Charles de Gaulle, ou en termes humanistes et démocratiques, c'est le point de vue d'un Daniel Mayer que j'ai beaucoup connu. Ça c'était socialiste. Oui, socialiste. Ça c'est très impressionnant. Et ça, on ne s'en remet jamais, et j'allais dire heureusement. C'est pour ça qu'il m'est arrivé d'être historien intervenant dans des procès, bien avant les procès Papon, etc., avec un certain malaise devant l'instrumentalisation des historiens, mais la nécessité de témoigner, et en particulier dans une affaire, mais il faudrait en parler longuement, le procès que Maurice Duverger, grand universitaire de gauche, entre guillemets, a fait au magazine Actuel, parce qu'on s'est rendu compte avec quelques jeunes historiens, et on a sorti ça à l'occasion de ce procès, qui était un procès en diffamation, donc Maurice Duverger a gagné, nous sommes en 1988, le passé, disons-le, nazi, pas simplement vichiste, je tiens à le préciser, de Maurice Duverger, et même de ce grand dessinateur que j'admire tant, que je continue à admirer, qui s'appelle Chaval, mais qui était l'ami de Duverger dans la collaboration à Bordeaux, sous pseudonyme en ce qui concerne Maurice Duverger, et sous son nom d'état civil en ce qui concerne Chaval. Donc tout ça, c'est complexe, c'est vertigineux, mais c'est fascinant, évidemment. C'est pour ça que je n'en suis jamais complètement sorti. C'est pour ça que j'avais écrit un texte qui a fait scandale, qui est paru en 1975 dans Le Monde, sur Brasillac, et que certains m'ont attaché éternellement, mais qui était un texte sur la responsabilité de l'intellectuel. Puisque grâce à René Raymond, avec Jean-François Sirinelli, j'ai publié plus tard une histoire des intellectuels qui a fait un peu date, mais je m'interrogeais sur la responsabilité de l'intellectuel. Et je considérais que le système de défense, même de Brasillac, qui était très courageux, beaucoup plus courageux que Rebattet les autres, il ne s'est pas enfui, donc il s'est livré à la mort. Mais même le système de défense du courageux Brasillac était un système problématique, parce que ça consistait à dire, mais écoutez, je me suis contenté d'écrire. Ah non, mais alors... tout s'effondre si ces paroles n'ont aucun sens. Et évidemment, ça se retourne sous forme de balles de peloton d'exécution. C'est ce que j'entendais dire dans le texte, en disant par une sorte de volonté
paradoxal de dire que j'étais à titre personnel opposé à la peine de mort, et par ailleurs, je comprenais qu'on puisse exécuter un Brasillac. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'on pétitionne pour Brasillac ou pour d'autres, on ne pétitionne pas pour un garagiste, ou j'exagère peut-être en disant un garagiste, parce que est-ce que le garagiste... Oui, mais oui, le garagiste peut lire « Je suis partout ». En tous les cas, pour ceux qui lisent « Je suis partout » et qui deviennent miliciens, parce qu'ils ont lu « Je suis partout ». Alors, on sauverait, les journalistes de « Je suis partout », on ne sauverait pas le jeune milicien. Alors, on les sauve tous, ou, voilà, on les condamne tous. Est-ce que vous diriez, a posteriori, au vu de votre parcours d'historien, en particulier sur ces questions de collaboration et leurs conséquences, que vous êtes aujourd'hui un peu quand même comme une vigie? Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez une sensibilité, disons, rationnelle, enfin en quelque sorte, particulière à ce qui pourrait advenir, ce qu'on appelle les forces diaboliques de l'avenir? Écoutez, ce serait prétentieux de me voir comme une vigie. Je ferais partie d'une confédération des vigilants, quoi. Bon, voilà. Et loin d'être en flèche. Mais vous avez raison, Philippe, de parler de rationnel, parce que je pense que mon travail, comme celui de tout bon historien, doit être un travail dépassionné au possible, le plus rationnel possible. Et je suis le premier sceptique sur les rationalistes qui s'égarent. Mais du coup, je suis fasciné par le passionnel, par l'émotionnel. La science politique, je pense à Philippe Brault par exemple, a assez tardivement intégré l'émotion dans sa réflexion. On a l'impression effectivement que toutes ces sciences humaines et sociales ont été créées par des rationalistes, alors quand on gratte, pas toujours si rationalistes que ça, mais peu importe, et que l'émotionnel les laisse désarmés. Alors aujourd'hui, ils sont servis. Le populisme, les leaders charismatiques, les fake news, les réseaux sociaux, c'est le triomphe du passionnel. Mais il faut l'étudier rationnellement. Ce qu'a fait d'ailleurs Edgar Morin, je me rappelle d'une conférence éblouissante d'Edgar, je ne savais pas qu'à l'époque j'allais le rencontrer beaucoup plus tard, sur l'astrologie, où il démontrait facilement que l'astrologie, c'était une sorte de, on va dire perversion, mais c'est un jugement de valeur. En tous les cas, c'est une branche paradoxale et très discutable de la rationalité aussi. Parce que ça consiste à dire nous sommes entièrement déterminés par les astres. Être déterministe des astres, c'est être déterministe. Bon, mais ça produit l'astrologie. Donc tout ça est assez complexe. Mais soyons vigilants, étant bien entendu, et là c'est mon côté tragique, je ne me fais aucune illusion sur le fait que c'est pas parce qu'on est vigilant qu'on est vainqueur. On peut être vigilant et vaincu. Et balayé par l'histoire pour plusieurs générations. S'il y a des générations après pour faire le bilan. Au tout début des années 80, on vous propose un poste dans l'administration culturelle, vous refusez? Oui, parce qu'en 81, très sincèrement, effectivement, ma place était dans l'administration langue. Et j'ai refusé, j'ai réfléchi, mais j'ai refusé, parce que je me suis dit, bon, non, je suis fondamentalement historien. Alors, les hasards, mais vraiment les hasards d'histoire ont fait que j'ai été plus tard maire adjoint, ont fait que j'ai été plus tard dans un cabinet ministériel, tout en restant à 100% universitaire, j'y tiens toujours beaucoup, le cabinet d'Émile Biasini. Et c'était merveilleux parce que moi qui avais été éphémèrement gaulliste de gauche, je me retrouvais devant le ministre le plus mitrant qui soit, mais pas forcément mitrandien, mais mitrant, parce qu'il faut quand même bien voir que Émile Biasini, secrétaire d'État aux grands travaux, il était le seul qui a eu cette fonction, sauf erreur, Émile Biasini apprend par un coup de téléphone de François Mitterrand qu'il va être dans le prochain gouvernement, qui sera le gouvernement Rocard, alors qu'on ne sait même pas qui va être le Premier ministre, donc le ministre de l'Empereur, comme sous Napoléon III. Le lundi matin, François Mitterrand, réélu le dimanche, 1988, téléphone à Émile Biasini, lui dit « Émile, vous serez secrétaire d'État dans le prochain gouvernement ». C'est extraordinaire. D'où des relations compliquées avec Jack Lang, parce que Jack Lang, qui était effectivement, c'est vrai, un fidèle de Mitterrand, avait du mal à comprendre qu'il y avait un deuxième responsable du secteur culturel à ses côtés, alors qu'au fond, le travail... Et j'en faisais partie au cabinet, je suis resté, je crois, 4 ans, de Biasini, c'était de préparer des équipements qui allaient se retrouver, la plupart du temps, gérés par le ministère de la Culture, quelques-uns par le ministère de l'Éducation nationale. Et j'étais en charge du dossier de la Bibliothèque nationale de France. Ça, c'était passionnant, parce que c'était une idée du prince, la ligne monarchique, mais avec un discours démocratique. J'avais développé, d'ailleurs, l'idée à l'époque, il y avait 3 lignes dans les politiques culturelles. La ligne libérale, qui insiste sur la liberté du créateur, donc ça donne pas mal de choses, y compris paradoxalement des institutions comme les FRAC ou des choses comme ça. Bon. La ligne démocratique, il faut diffuser la culture dans le peuple. Et puis la ligne monarchique, dans un vieux pays comme la France, qui est toujours là.
Et évidemment, sous Mitterrand, alors la ligne monarchique s'en donnait à cœur joie parce qu'il y avait beaucoup de moyens. Et ça a donné effectivement des institutions culturelles qui restent, l'Opéra de la Bastille, la Bibliothèque nationale de France, etc. Et c'était passionnant, en effet, d'être alors un intermédiaire entre le monde de l'université, parce que c'était de ça qu'il s'agissait, et le monde de la politique, et Biasini, qui était un remarquable grand commis de l'État. Alors, si je jouais le vieux con, je dirais, le moule est cassé, il n'y en a plus. Bon, on peut penser qu'il y a quand même encore le moule, mais ça, c'est un grand commis de l'État. C'est-à-dire que cet homme qui avait été le numéro 2 auprès de Malraux, Malraux avait une idée par minute, évidemment, il lance la formule Maison de la Culture, ben, il faut que quelqu'un ramasse derrière, c'est Biasini. C'est Biasini qui transforme ça en institution, en bâtiment, etc. J'ai beaucoup travaillé avec les gens de la Maison de la Culture de Bourges, par exemple. Bon. Et ensuite, Biasini se retrouve, c'est vraiment extraordinaire, directeur de la télévision en 68. Il donne sa démission, ça c'est peu connu. Il m'a raconté des choses incroyables sur Pompidou à cette occasion. Et puis après, bah, du coup, il est un peu tricard parce que les pompidoliens l'aiment pas beaucoup, donc il va travailler avec Chaban-Delmas. Et c'est là qu'il croise François Mitterrand. Et que François Mitterrand est très impressionné par la qualité du travail qu'il fait en Aquitaine, Biasini, et qui lui confie le dossier drôlement délicat du Grand Louvre. Et c'est lui, Biasini, qui dépètre ce dossier, qui neutralise un peu Chirac, parce qu'il est quand même gaulliste. Hein, c'est un gaulliste rallié à Mitterrand. C'est un intégral gaulliste, Biasini, intégralement rallié à Mitterrand. C'est un peu comme Michel Jaubert, des gens comme ça. Et évidemment, ça réussit très bien. Mitterrand est aux anges et, en 88, lui confie la supervision de l'ensemble des grands travaux. Et auprès d'un homme comme ça, c'est remarquable. Vous savez, mon seul contact avec Pierre Bourdieu, c'est dû à Biasini, parce que la carrière de Bourdieu était due à Biasini, parce que Bourdieu, spécialiste de la Kabylie, bah oui, il a bien fallu qu'il se rapatrie. Il s'est retrouvé, comme c'était le cas, c'est toujours le cas pour un sociologue, avec des appels d'offres, en particulier sur les musées ou sur la photographie. Et donc la sociologie culturelle, c'est parce qu'il y a un ministère des Affaires culturelles, un service des études et de la recherche et des appels d'offres. Et c'est ainsi que se crée la sociologie culturelle française. Vous êtes en train de nous raconter l'envers de l'histoire contemporaine, comme disait Balzac. Hein. Là, on est dans les dessous. Et comment vous avez reçu à l'époque les critiques fermes, non pas définitives, mais de l'état culturel par M. Fumaroli d'une part, Michel Schneider d'autre part, et il y en a eu d'autres. Alors, j'y ai vu, parce que j'ai une tendance à l'empathie très edgar-morinienne, j'y ai vu la douleur de ceux qui avaient une conception essentiellement patrimoniale des politiques culturelles. Et d'ailleurs, Fumaroli a très clairement dit qu'il comprenait bien que l'État français conserva cette mission éminente. Mais qu'en revanche, l'aide à la création, par exemple, ça lui paraissait soit grotesque, soit même très dangereux. Donc c'est une conception, je peux qualifier de libérale, qui me paraissait insuffisante face de toute façon à la réalité, à savoir que la société culturelle, parce que j'aime bien ce terme-là, la société culturelle demande aussi à être reconnue, protégée, encouragée. Bon, c'est vrai qu'elle demande le beurre et l'argent du beurre. Un historien de l'art avait lancé la formule subversion et subvention. Hein, bon, ça c'est la tendance ultime. Mais en revanche, il est incontestable que, par exemple, la ligne démocratique des politiques culturelles suppose un investissement des pouvoirs publics. Alors c'est vrai que dans ce vieux pays centraliste qu'est la France, les collectivités locales sont toujours un peu en arrière de la main, mais ce qui a été assez magique à l'époque de Jack Lang, par exemple, c'est que le modèle au sommet a influencé les décideurs locaux et qu'une bonne partie des quand même remarquables initiatives locales en matière de musées, en matière de centres d'art, de médiathèques, etc., sont dues au fait que le modèle central a perfusé, infusé au niveau local, bien sûr de façon pyramidale. Hein. Il y avait une sorte de... Vous savez, l'élu local français standard, il grogne contre l'État, il n'arrête pas de se caler sur ce que fait l'État et de lui demander quand même des subventions. Hein. Évidemment, un Suisse ou un Américain ne peut pas comprendre ça. Non. Absolument pas. Quelle mythologie du contemporain aimeriez-vous transmettre ? Vous voulez dire à titre personnel ? Ah mon Dieu, si une mythologie humaniste et universaliste avait encore sa place, j'aimerais bien y avoir contribué. Mais
il y a une formule que j'aime bien parce que je l'ai prise dans sa forme négative. La forme négative, c'est le désenchantement du monde. Alors c'est vrai que le travail de l'intellectuel est souvent de désenchanter, mais il faut se méfier. À force de désenchanter, il y a des effets pervers. Moi, j'aime bien aussi enchanter. Je trouve que les historiens ont quand même une chance par rapport à d'autres sciences humaines et sociales, c'est qu'ils ne peuvent pas complètement exclure leurs récits. Même Fernand Braudel, même les histoires les plus structurelles ont besoin de chair humaine. Et à ce moment-là, effectivement, nous contribuons en rendant plus intelligent le public, parce que plus intelligible ce qui s'est passé, enfin plutôt le temps, parce que je pense qu'on ne travaille pas sur le passé, un participe passé, non, on travaille sur le temps en tant qu'historien, en le rendant plus intelligible et en s'y prenant plutôt bien, avec un certain style, disons, voilà, le style c'est l'homme, je pense qu'on contribue à enchanter intelligemment, donc à résoudre les contradictions autant que faire se peut, étant bien entendu, je le répète, qu'un jour c'est l'enchantement négatif des idéologies nocives qui l'emportent, ou au contraire c'est le divertissement intégral. Bon, je le sais, moi je fais mon petit bonhomme de chemin et puis basta così.